Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde est en forme. Après cette magnifique soirée hier soir, on a pu profiter justement de la richesse d'avoir une université sur plusieurs campus et découvrir Marseille sous un angle inégalé. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Antoine Fouché, qui est l'ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail, qu'on avait eu le plaisir de recevoir à Nice il y a maintenant quelques années. Pour ceux qui étaient présents à Nice, ses propos avaient été, comment dire, remuants, percutants. En tout cas, il nous avait interrogés et il avait dressé les grandes lignes de ce qu'on allait connaître par la suite sur les conséquences pour nous de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc voilà, Monsieur Antoine Fouché, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci du temps que vous nous accordez. Et on pourra, si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord, avoir un moment d'échange avec la salle à l'issue de votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, très heureux d'être là ce matin, très honoré aussi de votre invitation, heureux de retrouver certains d'entre vous. On s'était vu il y a quelques années dans d'autres fonctions. L'idée, comme Laurent Burès me l'a demandé, c'est de faire deux choses en fait ce matin. Et c'est de, premièrement, faire un bilan en essayant d'être le moins subjectif possible, parce qu'évidemment j'étais un peu impliqué dans l'affaire, de la loi de 2018. Et puis de proposer une vision ou tracer des perspectives sur l'évolution du système de formation et d'apprentissage dans les années qui viennent, et à quoi ressemblerait en fait une nouvelle réforme si on avait collectivement comme ambition de faire de la France une nation leader, de retrouver notre place de leader mondial en matière de compétences. Sur le bilan, je pense qu'il y a deux points. Alors, je vais faire d'abord ce qui a marché, puis après ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, me semble-t-il, c'est au moins deux choses, c'est la quantité et le changement culturel. La quantité, je vais aller assez vite, parce que vous connaissez les chiffres par cœur. Il y a la quantité sur trois choses, ou trois catégories. La quantité sur le nombre de jeunes qu'on forme en apprentissage dans notre pays. On a fait quasiment x3. Ça faisait 30 ans qu'on formait à peu près 300 000 nouveaux jeunes en apprentissage chaque année. Ça faisait 30 ans qu'on faisait une réforme tous les 2-3 ans qui ne changeait rien à rien. Et j'y contribuais à des réformes qui ont échoué, donc je le dis de façon très humble. Et là, cette fois-ci, la réforme a marché. On a fait x3 et avec un principe qui était assumé et qui, me semble-t-il, a fonctionné, même si ça faisait peur à tout le monde au début, qui était de débureaucratiser ou libéraliser, on peut l'appeler comme on veut, totalement le système en disant les gens qui veulent faire de l'apprentissage, que ce soit des universités, des CFA, des organismes de formation, des entreprises, ils n'ont plus d'autorisation à demander à personne, pas à la région, pas à l'éducation nationale, à personne pour pouvoir développer un CFA, développer des sections, les sections qu'ils veulent. Et en plus, c'est plus facile de faire leur titre à finalité professionnelle, etc., etc. Ça, je pense que c'est assez intéressant du point de vue aussi pour notre pays. C'est-à-dire que quand on libère l'énergie dans le pays, les gens s'en servent. Et je pense que vous en êtes la preuve. Quand on laisse bosser, qu'on débureaucratise, qu'il n'y a pas trop de règles qui font perdre du temps sans se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sans le cœur de job, c'est-à-dire de créer des sections, accueillir des étudiants ou des gens plus âgés et les former, il y a une énergie incroyable dans ce pays, on peut y arriver. Même chose sur la formation continue et le CPF. Le CPF, on est monté en 2021 à 2 millions de salariés qui ont utilisé leur CPF, c'est-à-dire un salarié sur 10. On n'avait jamais fait ça. La moyenne du DIF et du CPF des 15 dernières années, le DIF c'est 2004 jusqu'au nouveau CPF 2018, donc ça fait 14 ans. La moyenne c'est 300, 400 000 personnes formées chaque année.
On est passé à 2 millions avec toutes les barrières administratives et financières qui ont été mises en place pour faire diminuer le nombre de bénéficiaires. On les a redescendu à 1,3 million, mais ça fait quand même 2 ans qu'on maintient à 1,3 million, c'est-à-dire à peu près là aussi 3 fois plus que ce qu'il y avait avant la réforme. Et puis les demandeurs d'emploi qui est moins connu, où là on était vraiment à la fin de la classe européenne, au fond de la classe européenne, où on était l'un des pays qui formait le moins ses chômeurs. Et il y avait sans doute un lien avec le fait qu'on ait un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs. Et depuis 2016, maintenant, on forme quasiment 1 million de chômeurs dans notre pays chaque année. C'est-à-dire là, pour le coup, plutôt un peu de 2 fois plus qu'avant. Donc, du point de vue quantitatif, me semble-t-il, c'est assez incontestable que la réforme ait un succès. Ça se voit dans les chiffres, puis ça se voit quand on compare avec ce qui s'est fait avant. Et ça, je pense que c'était vraiment un succès collectif. Ça ne serait jamais fait sans la mobilisation des universités, des entreprises, des CFA, des organismes de formation. C'est vraiment l'écosystème qui s'est mis en mouvement avec des brebis galeux, et je vais y revenir, mais qui s'est mis en mouvement comme jamais. Et ça, c'est vraiment encourageant pour la suite. Mais et même si c'est un peu difficile de savoir ça, parce que les changements culturels, ça prend toujours beaucoup de temps. Moi, je me demande, et on y reviendra peut-être après dans la discussion avec vous, mais je me demande si le changement le plus important de cette loi, ce n'est pas le changement culturel, au sens où elle a plus qu'aucune autre, peut-être, et plus qu'aucun discours politique, contribué à faire des compétences un sujet national et à lui donner une place, à donner aux compétences en général une place dans notre pays, pour les familles, pour les universités, pour les organismes de formation, pour les boîtes, partout, une place qu'elle n'avait jamais eue et qui doit être vraiment la sienne, parce que le niveau de vie des Français en 2050, ça ne sera pas l'accès au capital, ça ne sera pas le prix de l'énergie, ça sera essentiellement notre niveau collectif de compétences. Et donc ça, le fait qu'on ait une forme de début de prise de conscience que notre avenir collectif, il est lié à notre niveau de qualification, ça, je pense, c'est pour moi l'acquis le plus important pour l'intérêt général et pour le pays de 2018. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Quand même, parce que même s'il y a des restrictions, et on va y revenir, parce que évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon, ça va finir par trop abîmer le 2018, mais même s'il y a des restrictions, tous les secteurs économiques et toutes les catégories de la population en France dépensent plus pour la formation, beaucoup plus pour la formation qu'il y a 5 ans. Les boîtes dépensaient en moyenne une dizaine de milliards d'euros dans la décennie précédente 2018. Elles dépensent aujourd'hui 15 milliards d'euros par an pour former leurs salariés, quasiment 40% de plus. J'arrondis, c'est 10,7 et 15. 40% de plus. Les CFA, tout ça c'est des moyennes évidemment, mais les CFA, bon, non seulement il y en a deux fois et demi plus, il y en a à peu près 2500, il y en avait 940 avant la réforme, mais non seulement ça, mais les CFA en général dépensent 50% de plus en investissement qu'avant la réforme. La nation, le pays, dépense 2 fois et demi plus, un peu plus de 10 milliards d'euros pour l'apprentissage, qu'avant la réforme. Alors c'est normal, il y a 3 fois plus d'apprentis, mais quand même, on est passé d'un budget annuel de 4-5 milliards d'euros à un budget annuel de 10 milliards d'euros, ce qui pose le problème du déficit, j'y reviendrai après, mais quand même, la France, pour former en apprentissage, dépense 2 fois et demi plus d'argent qu'il y a 6 ans. Pareil aussi sur la formation des individus, c'est-à-dire le CPF, le budget du CPF, il a quasiment triplé. Et donc, on peut prendre toutes les lignes budgétaires qu'on veut. La première chose, vous me semble-t-il, qui montre que les compétences ont une place beaucoup plus importante après qu'avant, c'est qu'on dépense tous, que ce soit les individus, les boîtes, la nation, 2 à 3 fois plus pour les compétences qu'il y a 5-6 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'image aussi, me semble-t-il, de la formation qui a changé. C'est plus difficile à percevoir, mais je vois 2 signes à ça, 2 symptômes. Le premier, c'est l'explosion, grâce à vous, de l'apprentissage dans le SUP, ce qui veut dire d'un point de vue sociologique que ce sont les familles de la bourgeoisie qui envoient maintenant aussi leurs enfants en apprentissage. L'apprentissage, c'est plus seulement un truc réservé aux classes populaires, c'est
pour tout le monde, parce que sinon, il n'y aurait pas autant d'apprentissage dans le supérieur. Et ça veut dire que le pari qui était le nôtre au moment de la réforme, qui était de dire l'apprentissage, c'est pas comme en Allemagne ou comme en Suisse, un type de formation réservé à certains métiers pour certaines qualifications. Mais c'est une pédagogie alternative à la pédagogie scolaire. Et donc, avec l'apprentissage, on peut passer n'importe quel diplôme, n'importe où sur le territoire. Et si je suis un peu provoque, mais en fait, c'est très logique, peut-être qu'un jour, on pourra passer l'agrégation en alternance, comme il y a les études de médecine ou de droit sont de fait, c'est pas qualifié comme ça, mais de fait en alternance. Donc, on pourra faire n'importe quelle étude en France en alternance. Ça, me semble-t-il, le bilan qualitatif et le fait que ça soit beaucoup développé dans le sup montre que l'apprentissage n'est plus un truc de classe sociale, que c'est pour n'importe quel Français issu de n'importe quelle condition sociale. Et de ce point de vue-là, c'est un immense succès parce que ça veut dire que dans 10 ans, il y aura dans toutes les boîtes de France, ou à la tête des universités, ou à la tête des administrations, des gens qui auraient été formés en apprentissage. Et de ce point de vue-là, c'est une démocratisation des formes de pédagogie, parce qu'on n'a pas tous la même manière d'apprendre, et qu'on puisse passer n'importe quel diplôme dans notre pays en apprenant soit sur les bancs de l'université ou les bancs du lycée, soit en alternance, donc plus en entreprise, c'est, me semble-t-il, un progrès efficace, juste et démocratique. La troisième chose, c'est le deuxième symptôme qui me semble-t-il montre qu'il s'est passé quelque chose dans la relation à la formation dans le pays et pas un truc qui va disparaître dans les années qui viennent, mais quelque chose de structurel, c'est le fait que les premiers consommateurs, c'est pas un bon mot, mais tant pis, les premiers consommateurs du CPS, ce sont les jeunes. Quasiment un utilisateur, moins de 35 ans, quasiment un utilisateur du CPS sur 2 sont les jeunes, et c'est pas lié, j'entends l'objection tout de suite, même si vous ne l'avez pas dit, je l'entends venir, et c'est pas lié seulement au permis de conduire, évidemment, parce que le permis de conduire est entre la troisième et la quatrième formation qui est demandée. Il y a des formations demandées par les moins de 35 ans, dit la Caisse des dépôts, sur l'ensemble du catalogue. Et donc le fait que ce soit les plus jeunes qui se sentent le plus concernés par ce nouveau droit de se former en étant le plus conscient que de toute façon, il faudra se former tout au long de la vie parce que sinon, on ne gardera pas notre boulot ou on ne pourra pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le job qu'on aime. Me semble-t-il, ça aussi, c'est hyper positif. Changement donc quantitatif qui fait que la place de la formation de fait dans le pays budgétairement et en nombre de gens concernés à tous les âges, elle a changé. Et changement culturel, me semble-t-il, c'est les deux acquis, j'espère définitifs, mais je pense définitifs, on en reviendra avec les questions, de 2018. Maintenant, il y a tout un tas de trucs qui n'ont pas marché aussi, et je ne vais pas épargner ça. D'abord, il y a ce qu'on n'a pas fait, ou ce qui n'a pas été fait, et qui n'a toujours pas été fait, et qui ne sera sûrement pas fait au moins dans les 2 ans qui viennent. La première chose, c'est qu'on n'a toujours pas dans notre pays de dispositif de transition professionnelle lourd ou long, ou de reconversion, pour le dire de façon plus précise. On n'a toujours pas de dispositif de reconversion. Dans la loi, il y avait ProA. ProA ne marche pas bien. Ensuite, ils ont essayé de mettre en place, avec une négo collective, transition collective, comme vous avez sans doute entendu parler ou vous connaissez. C'est sans doute la pire usine à gaz de la formation professionnelle des 10 dernières années. Et du coup, il y a eu le FNE, le Fonds national pour l'emploi, mais qui est soumis aux aléas budgétaires avec des contraintes, qui fait que ce n'est pas excessif de dire que dans notre pays, alors qu'on n'a jamais été face à autant de défis de reconversion de la population active, les 28 millions de gens qui bossent sur les 68 millions de Français, jamais on a dû autant se reconvertir, transition énergétique, transition numérique, accélérée par l'IA, etc. Et nous, Français, on n'a toujours pas d'outils pour permettre aux gens de se reconvertir. Et donc là, et ça, c'est comme la dernière loi qui a changé les choses sur ce sujet-là, c'est 2018. De ce point de vue-là, 2018 n'a pas fait le boulot. Et j'y reviendrai sur qu'est-ce que ça pourrait être, faire le boulot. Mais ça, me semble-t-il, c'est la principale lacune de la loi. Il y en a une deuxième qui est vraiment importante et
et qui contraignent aussi un peu comme un boulet, parce que du coup, comme ça flotte un peu depuis 2-3 ans sur la formation, il y a tout plein d'acteurs qui veulent se repositionner, parce qu'on n'a pas été clair sur le sujet que je vais évoquer maintenant, qui est la formation des demandeurs d'emploi. Là aussi, je pense que 2018, on n'a pas fait le boulot sur ce sujet-là. Ça aurait été quoi faire le boulot? Ça aurait été dire qui, dans notre pays, est responsable de la formation des chômeurs. Et ensuite, de responsabiliser, de décentraliser ou déconcentrer les financements. Et ensuite, de permettre soit à l'opérateur Pôle emploi du France Travail, soit aux régions d'avoir la main. Là-dessus, on n'a pas de tranché. Ce qui fait que la formation des demandeurs d'emploi dans le pays, c'est toujours un peu quand même le bazar. C'est pas piloté. Il y a plein d'acteurs qui s'en occupent, évidemment au premier rang desquels les régions et Pôle emploi. Mais si on avait fait le boulot du point de vue de l'intérêt général, il aurait fallu trancher entre les deux. Parce que quand vous faites un peu un benchmark, et il y a un rapport de la Cour des comptes qui a à peu près 18 mois sur le service public de l'emploi dans le pays qui le dit très bien, il n'y a qu'en France où les acteurs publics, où la formation des chômeurs et l'accompagnement des chômeurs, c'est deux personnalités publiques différentes, ou deux instances, deux organismes différents. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Et donc, il faudrait soit une vraie réforme sur ce sujet, ça consisterait soit à décentraliser Pôle emploi pour en faire un opérateur régional, première option, soit à reprendre la compétence formation des chômeurs aux régions pour les donner à Pôle emploi, comme on l'a fait par France Travail, excusez-moi, c'est le France Travail. Ça n'a pas énormément changé après, mais c'est un autre sujet. Donc France Travail, vous avez complètement raison de me rappeler à l'ordre, pour le donner à France Travail et avoir un système, par exemple, à l'allemande, où en Allemagne, c'est la Bundesagentur qui gère la formation des demandeurs d'emploi, qui en est responsable. Et le fait de ne pas avoir touché à ça fait, me semble-t-il, qu'il reste dans notre écosystème de la formation. Il n'y a pas que ça, mais je pense que ça joue beaucoup. Il reste dans notre écosystème de la formation un dysfonctionnement institutionnel, chronophage, très important et très visible, qui fait que quand même, le sentiment général dans le pays, c'est que sur la formation professionnelle, alors que me semble-t-il c'est de moins en moins vrai, voire plus vrai du tout, mais le sentiment général dans le pays sur la formation professionnelle et un peu encore dans la classe politique, c'est que la formation dans le pays n'est pas très bien gérée, qu'il y a des poches de productivité énormes, qu'il y a du gâchis, etc. etc. Et si c'est un discours qu'on continue à entendre, malgré la réforme de 2018, et si sur l'ensemble des politiques publiques, les responsabilités avaient été clarifiées, notamment les demandeurs d'emploi aussi, je pense qu'on serait moins fragile en termes de perception vis-à-vis de l'opinion publique et de la classe politique, de tout le travail qui est fait par les acteurs de la formation professionnelle partout dans le pays. Après, dans les problèmes évidemment qui restent dans le bilan, et c'est très ambigu, mais je vous ai dit tout à l'heure, on n'a jamais autant dépensé d'argent pour la formation professionnelle dans notre pays, et pas quelques pourcents, mais 30 à 50%, et collectivement, que ce soit les familles, les boîtes, la nation. Il n'empêche que comme on n'a pas dégagé au niveau collectif le budget, il y a ce problème récurrent depuis 3 ans de la régulation budgétaire qui finit par pénaliser les politiques, et je pense que les politiques publiques, je veux dire, et je pense que la restitution de beaucoup d'ateliers précédemment l'ont montré, c'est-à-dire qu'il s'agit du décret sous-traitance, du reste à charge de 750 €, de France Connect Plus pour le CPF, tout ça n'a qu'un objectif, c'est de réduire la consommation, de réduire l'accès à la formation professionnelle. Et comme on ne peut pas le dire comme ça, après avoir dit que la compétence pendant 3 à 5 ans, en 2017-2020 ou 2017-2022, comme on ne peut pas dire qu'on veut réduire l'accès des Français à la compétence, on prend le prétexte budgétaire pour le faire, avec des barrières administratives qui fait qu'à nouveau, vous êtes détourné de votre cœur de job, qui est de former des gens et de concevoir des formations pour bien former des gens, pour faire de l'administratif chronophage, pas souvent cohérent, et surtout qui change tous les 3 à 6 mois.
Le problème, c'est que c'est assez efficace, c'est-à-dire qu'au sens où, du coup, il y a moins de formation. Comme je vous l'ai dit, la CPF, on a diminué de 30% le nombre de gens formés. Et cette année, vous connaissez les premiers chiffres de l'apprentissage, ça baisse de 10% pour l'instant, non, pardon, de 4% pour l'instant. Mais on aura sûrement une baisse de 10%. Alors, on sera toujours au-dessus de 800 000, hein. Rien à voir avec les 300 000 d'avant la réforme, mais on sera sûrement autour de 800 000 apprentis. Donc, la première baisse depuis 2019 dans le système. Et ça ne pourra se résoudre, et je vais arriver sur ma dernière partie, mais ce sujet-là budgétaire, il ne pourra se résoudre que si on fait un choix collectif de consacrer davantage de fonds collectifs à la formation professionnelle. Et ça, c'est un choix éminemment politique au sens noble du terme. On est 13e pays de l'OCDE en matière de dépenses d'éducation et de compétences en général en part de PIB. Donc, pas mal, 13e. Alors, évidemment, il n'y a pas que les fonds qui comptent, mais sur plein de sujets, et notamment les retraites ou les dépenses sociales, on est le premier du monde. Alors, on est le pays du monde qui dépense le plus d'argent, plus de sa richesse nationale, pour les retraites ou pour les dépenses sociales en général, et on est 13e sur les compétences. On fait un choix. On fait un choix, et pourquoi pas, mais ce sujet d'accompagner l'énorme énergie qui a été libérée par 2018 et qui donc va conduire à encore plus d'apprentis, encore plus de chômeurs formés, encore plus de personnes qui utilisent leur CPF, parce que c'est ça dont le pays a besoin, ça ne pourra pas se faire à budget constant et on va avoir besoin de dégager de plus en plus de fonds pour la formation. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais à un moment donné, je pense, et j'espère que 2027 sera une déterminante sur ce point, il faut clarifier ce point par rapport au pays en disant: est-ce que la compétence pour la nation française, c'est une priorité au coin où on l'accompagne et donc on dépense de plus en plus d'argent avec une meilleure réorganisation, etc. Ou est-ce que la priorité, c'est autre chose? C'est éminemment politique, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à résoudre la question, les différentes questions que vous avez soulevées dans les ateliers, qui sont des prétextes pour faire des économies. On ne s'en sortira jamais si on n'a pas une vision de la capacité qu'on est prêt à budgétaire, qu'on est prêt à donner sur le pays, au pays, pour ses compétences. Et puis, il y a une dernière chose qui a raté aussi, parce qu'il n'y en a qu'une, ce sera bien, parce qu'il y aura peut-être plus de questions, mais il y a une dernière chose qu'on a ratée aussi en 2018, c'est, je suis un peu embêté de dire ça, mais parce que c'est quand même largement après 2020, mais tant pis, c'est la lutte contre la fraude, parce que c'est ça qui a jeté une forme de suspicion sur l'ensemble du CPF et maintenant l'ensemble de l'apprentissage. Mais si la lutte contre la fraude a été ratée, c'est aussi parce qu'on ne s'est pas donné les moyens à un moment donné de cibler là où étaient les fraudeurs, que ça s'agisse de l'apprentissage ou du CPF, alors qu'on le savait, alors qu'on sait très bien où sont les fraudeurs. Donc on a mal fait le boulot de régulation. Et ce qui est le plus gênant là-dedans, c'est que ça a ensuite jeté, comme j'ai dit, une forme de suspicion sur l'ensemble du système, alors que si ça a aussi bien marché sur l'apprentissage et sur le CPF, c'est que justement on avait changé la manière de concevoir une politique publique en disant: on va faire des règles pour 90% des gens honnêtes. Donc, il n'y aura pas beaucoup de contrôle. Ça sera très simple. Il n'y aura plus d'autorisation à la région à demander pour ouvrir un CFA. Il n'y aura plus d'autorisation dans le secondaire à demander à l'éducation nationale pour recruter un enseignant qui enseigne en CFA. Sur le CPF, il faudra respecter les conditions de vente de la Caisse des dépôts, mais ça ne sera pas une usine à gaz. Et en faisant ça, on attirera énormément d'énergie dans le système de façon à ce qu'une partie de l'énergie du pays se mette sur les compétences. Et ça a marché. Sauf que là, sinon, on n'aurait pas les chiffres qu'on a eus, sinon il n'y aurait pas beaucoup plus d'argent dépensé sur la formation. Mais là où on s'est raté, c'est que la contrepartie de la simplification assez drastique, c'était d'avoir des contrôles sur la fraude hyper ciblés et méchants, c'est-à-dire qui déréférencent du CPF, qui suppriment l'accès au NPEC, etc., etc. Et ce boulot-là, il n'a pas été fait.
de sorte que on retombe dans le traverse-pensée, qui est, me semble-t-il, ce dont témoigne ce que vous avez rappelé dans les ateliers précédents, c'est-à-dire qu'on se remet à faire des règles qui, au nom de la lutte contre la fraude, pénalisent tout le monde. Et donc, si on continue à faire ça, à un moment donné, ça peut être... D'abord, ça bride l'énergie, c'est-à-dire exactement le contraire de la loi de 2018. Et surtout, on peut avoir un espèce de phénomène de découragement. En tout cas, on le voit déjà dans les chiffres depuis 1 an et demi. Du point de vue des investisseurs, on a beaucoup moins de fonds qui arrivent en matière de formation et d'apprentissage. Et donc, forcément, la dynamique qui va dans cette année et l'année prochaine, elle sera beaucoup moins forte parce que c'est des investissements, c'est du temps long. Le dernier point, ça va, je suis dans les temps à peu près. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, une fois qu'on a dit ça, 2018, super, il y a eu des trucs réussis, des trucs ratés, il y a quand même un avant et un après. Et maintenant, 2030, 2035, ça serait quoi? C'est-à-dire, si on se dit, le diagnostic, c'est toujours le même en se disant la compétence ou les compétences, le niveau de qualification d'un pays, c'est ça qui détermine sa place dans la mondialisation au XXIe siècle. Et donc, il faut qu'on redevienne un peuple très compétent, ce qu'on n'est plus. Vous connaissez les évaluations mieux que moi, que ce soit PISA, où on arrive après 20e ou 25e rang, ou PIAC, qui est le PISA des adultes, qui est un peu moins connu, on arrive là aussi 25e. Ce qu'on n'a pas toujours été, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, et donc ce n'est pas forcément que le niveau baisse chez nous, c'est que les autres vont plus vite que nous, ils investissent plus sur les compétences que nous on fait d'autres choix, et à la fin, ils nous dépassent, ce qui fait que, je le dis de façon un peu provoque, mais malheureusement globalement juste, on est devenu en 2025 un peuple moyennement compétent, au sens où il y a à peu près une vingtaine d'autres pays dans lesquels, en moyenne, un travailleur ou un élève est plus fort qu'un Français, ou plus compétent qu'un Français. Ça, c'est le déclin, la tiers-mondisation assurée. Si on ne corrige pas ça, et encore une fois, c'est sans doute la politique publique la plus importante dans les décennies qui viennent, c'est l'éducation et la compétence, mais pas simplement d'un point de vue de notre liberté, mais aussi d'un point de vue économique. Si on se dit que ce diagnostic est à peu près juste, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, me semble-t-il, faire 3 choses, et j'espère que ce que je vous dis alimentera en grande partie la campagne des 2027, ou au moins de plusieurs candidats, ou au moins le débat. La première chose qu'il faut qu'on fasse en matière de compétences, c'est de retrouver notre souveraineté. Parce qu'on l'a perdue au sens où on ne garantit pas les compétences dont on a besoin à notre pays, à sa liberté, à sa croissance. Et ça, on est obligé d'aller les chercher de plus en plus à l'extérieur. Et surtout, on n'a pas les compétences dont on a besoin pour rapatrier les secteurs économiques qu'on souhaiterait rapatrier chez nous. Ça, c'est la première chose, j'y reviens dans un instant. La deuxième, c'est qu'on a besoin de nos compétences sur la compétitivité. Et la troisième, c'est qu'on a besoin des compétences aussi pour en faire un instrument de liberté individuelle, comme le CPF a commencé à le faire, et d'assumer que la formation, c'est l'équivalent dans la sécurité sociale de ce que la santé a été au sortir de la guerre. Sur la transition énergétique, me semble-t-il, ou sur la souveraineté, le plus important, c'est de se dire, de faire une GPEC nationale et de se dire d'ici à 2030-2035, quelles sont les compétences dont ce que fait un peu France Stratégie ou le Haut Commissariat au Plan, quelles sont les compétences dont le pays a besoin, et sur ces compétences-là, on met en place tous les dispositifs nécessaires pour inciter soit les jeunes, soit les adultes à se diriger vers ces formations-là. Donc ça peut être évidemment un abondement du compte personnel de formation, c'est-à-dire si on dit on manque de soudeurs, ou on manque d'infirmières, ou on manque, peu importe, des secteurs stratégiques sur lesquels on veut redevenir indépendant. Dès qu'un Français se lance sur cette formation, la nation lui paye la formation, parce que c'est l'intérêt général de la nation de remplir cette compétence-là. Ça, c'est un premier dispositif. On peut en avoir un autre qui consiste à mettre en place un dispositif de reconversion professionnelle. Il y a une négo en ce moment sur le sujet. Et le dispositif de reconversion professionnelle, il consisterait simplement à
donner aux personnes la liberté de pouvoir se former en milieu de carrière en assurant deux choses, ses revenus pour arrêter de travailler et se former, et la prise en charge de tout ou partie des frais pédagogiques. Et ça, on peut le faire au moins de deux manières. On peut le faire en mettant en place un compte épargne-temps universel, qui fait qu'on peut épargner du temps sur son compte et se dire à 40 ans, j'ai 6 mois sur le compte, je les prends pour faire une reconversion professionnelle, ou décider que quand une personne se lance dans un dispositif de reconversion professionnelle, elle a le droit à 90% de l'assurance chômage, 100% éventuellement si elle réussit son diplôme, c'est conditionné évidemment au fait de se lancer dans la formation, dessus de la formation, etc., etc. En tout cas, ça existe, ça ferait, si on voulait reconvertir à peu près 200 000 personnes par an, c'est quelque chose comme 3-4 milliards par an, c'est-à-dire même pas une désindexation d'un point des retraites sur une seule année. Donc, budgétairement, c'est dérisoire. Et donc, c'est vraiment à portée de main. Ça, c'est la première chose sur se dire on assume d'une forme d'adéquation entre les besoins du pays et les financements. On ne contraint pas les gens, parce que ça, on n'y arrivera pas, mais en tout cas, on met les financements publics pour les inciter à aller vers des formations qui sont plus d'intérêt général, et ça peut changer au fur et à mesure des années pour le pays. Et donc ça voudrait dire, par exemple, si on faisait ça pour vous, de mettre le paquet sur ces formations considérées d'intérêt général, parce que c'est là qu'il y aurait les plus grands gisements et les plus grands financements. Et évidemment, ça pourrait être des formations, des formations différenciées selon les régions, voire selon les bassins d'emploi. Ça, c'est le premier aspect, de retrouver notre souveraineté en matière de compétences, arrêter de dépendre de l'extérieur. Et l'avantage aussi là-dessus, c'est que ça drainerait sans doute les financements privés dont on a besoin pour relever le défi. Alors, je sais que c'est délicat ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, parce que, étant donné nos finances publiques, on ne s'en sortira pas sur les compétences si on n'attire pas aussi des acteurs privés. Donc, vous avez toujours été habitué à la concurrence du secteur privé dans la formation continue à l'université. Je pense que la réforme, elle a bousculé vos collègues de la formation initiale, un peu. Et là, ce qu'il y a devant avec le fait que la formation devienne un secteur de plus en plus capitalistique, parce qu'avec le développement du numérique, de l'IA, des formations à distance, c'est plus le même modèle de financement où en fait vous remplissez les classes pour pouvoir être à l'équilibre. Là, vous avez besoin d'un investissement énorme pour concevoir la formation et ensuite remplir les classes. Donc la formation va devenir de plus en plus capitalistique, sauf si on ne dit pas d'IA dans la formation, on ne dira jamais ça. Et donc là-dessus, vous avez besoin, me semble-t-il, on a besoin de faire venir des financements privés et de développer des partenariats publics-privés comme ils le font dans d'autres pays, parce qu'il n'y aura jamais assez d'argent public pour le faire. Et donc il pourrait y avoir, il me semble-t-il, quelque chose sur cette souveraineté-là en matière de compétences, une alliance d'intérêt général entre le savoir-faire des organismes de formation et des universités, parce qu'il y a des choses qu'il n'y a personne d'autre en France que vous savez faire et que les autres ne savent pas faire, mais l'argent public, il n'y en a plus. Et donc, il faut aller chercher de l'argent privé pour faire cette alliance-là. Et donc, je pense que le partenariat public-privé qui a un peu quand même développé depuis 2018, il est destiné à se renforcer et à se développer de façon hyper forte. La deuxième chose sur la compétitivité, c'est parce qu'il faut qu'on assume ça, de se dire qu'il faut qu'on soit un peu plus directif sur la réponse aux besoins en compétences des entreprises. Alors on peut dire que c'est idéologique, fine, c'est sans doute en partie idéologique. C'est juste qu'en plus de l'idéologie, je veux dire comme ça, il y a quelque chose de très très réaliste dans ce que je dis qui est lié à la démographie. Parce que pour la première fois depuis 1945, la population active, elle augmente plus. On avait à peu près 200 000 personnes par an qui arrivaient en plus sur le marché du travail dans les années 2000, 100 000 dans les années 2010, et maintenant, c'est quelques dizaines de milliers. En ordre de grandeur, 800 000 personnes qui partent à la retraite, 700 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail, 150 000 immigrés. Vous faites le total de tout ça, ça fait quelques dizaines de milliers de personnes, et encore, grâce aux immigrés, c'est-à-dire que si on n'a plus l'immigration, la population active, elle baisse
déjà, elle baisserait déjà. Et donc, ça a comme conséquence très directe qu'il n'y a jamais eu autant de difficultés de recrutement dans les boîtes en France, dans tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise et tous les territoires, et ça va durer. Parce qu'on ne peut pas faire d'enfants qui auront 20 ans l'année prochaine, donc on sait qu'il y aura des difficultés l'année prochaine, l'année suivante, etc. Parce que la démographie, pour la première fois depuis 1945, la population active n'augmente pas. L'une des manières de répondre du coup aux pénuries de compétences dans les entreprises, c'est de s'assurer d'une meilleure adéquation entre les deux. Alors pour le faire, pas 450 solutions, on pourrait avoir me semble-t-il, un nouveau deal ou un nouveau contrat, peut-être avec, je ne sais pas si c'est la jeunesse ou l'université ou le système d'éducation, un peu, et les familles, un peu tout ça, mais qui consisterait à se dire les formations dont on sait, même si c'est un secret de polichinelle dans le système, dont on sait qu'elles mènent majoritairement ou en grande partie au chômage. Alors ça concerne surtout le secondaire et les lycées professionnels. Dont on sait qu'elles mènent majoritairement au chômage. On se donne un critère, 2 ans à plus de 50%, ou 60%, ou 40%, peu importe. On les ferme automatiquement. Ce qui fait que vous êtes obligé, qu'est-ce qu'on fait des élèves et qu'est-ce qu'on fait des enseignants? Vous êtes obligé, en tout cas pour les élèves, qui ont moins de formation ouverte pour eux, de les inciter sans doute à travailler plus tôt, et donc d'avoir une forme de compensation de la part de la République en disant, pour tous les jeunes de France qui ont arrêté leurs études à 16, 18 ou 20 ans, ou qui ne sont pas allés, disons, minimum au niveau bac, à 30 ans, 5 ans ou 10 ans plus tard, il y a un abondement du CPF d'une dizaine de milliers d'euros qui permet de faire les études que vous n'avez pas pu faire à 20 ans. Et c'est la République qui vous les paye. Et me semble-t-il, ce titre serait beaucoup plus honnête plutôt que d'entretenir toute une partie de la jeunesse dans des formations dont on sait très bien qu'ensuite, ils sortiront sans qualification ou sans valeur sur le marché du travail. Et donc, on leur a menti pendant 3 ans ou 5 ans, plutôt que de leur dire la vérité en disant ça ne sert à rien d'aller dans cette formation, tu n'auras pas de boulot derrière, tu peux faire autre chose, tu peux travailler. Et la formation, quand tu auras trouvé ce que tu veux faire, dans 10 ans, la République te paiera des études au moins pendant 1 an. Et puis la dernière chose, et après je me tais, la dernière chose sur laquelle je pense qu'on pourrait travailler pour refaire une nation leader des compétences, c'est de faire vraiment de la formation un instrument de liberté individuelle, parce que dans une société d'individus, les grands programmes des 30 Glorieuses ou du plan qui veulent former X milliers d'infirmières, X dizaines de milliers de médecins, X dizaines de milliers d'ingénieurs, etc., ça ne marche pas, parce que ça se heurte au désir individuel. Et donc, il faut partir des individus et essayer d'inciter les individus à rejoindre l'intérêt général. Et là où je pense que ça peut vraiment être quelque chose de puissant en termes de liberté individuelle, c'est que, et je terminerai par là, les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est la première génération depuis 1945 qui vont devoir travailler davantage que leurs parents et sans doute s'en vivre mieux matériellement. Je ne fais pas toute la démonstration, mais les gens qui travaillent aujourd'hui, depuis 15 ans, le travail ne permet plus d'augmenter son niveau de vie. La durée du travail pendant la vie, elle réaugmente, on le voit avec les retraites, et ça fait 25 ans que la durée du travail annuel, elle n'a pas baissé, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis 1945 qu'une génération qui bosse ne travaille pas moins que ses parents. Et donc si on continue à tracer les courbes qui commencent depuis 2000 jusqu'à 2050, on peut dire de façon assez certaine que les gens qui travaillent aujourd'hui seront la première génération qui travailleront davantage que leurs parents et sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux qu'eux. Si on a posé ça, et c'est un discours de vérité qui est difficile à entendre, mais ce n'est pas parce qu'il est difficile à entendre qu'il n'est pas vrai, il y a une conséquence directe sur le travail. C'est-à-dire que si on doit travailler plus longtemps, il faut que le travail soit davantage épanouissant et surtout davantage choisi. Si on doit travailler non pas 43 ans, mais 46 ans, par exemple, Cour des comptes dit, par exemple, il y a 2 mois, elle dit, juste pour faire l'économie nécessaire, enfin pour mettre en place l'équilibre des retraites, il faut travailler 45 ans, donc 43 ans aujourd'hui. Donc si on se dit que la vérité, elle est sans doute plutôt autour de 46,
46 ans, ça veut dire pour ceux qui ont commencé à 24, 70, pour ceux qui ont commencé à 16, 62, et on assume des âges très différents. Il faut absolument que le travail soit choisi, sinon c'est intenable. Et c'est là où la formation professionnelle elle a un rôle absolument déterminant, parce qu'on pourrait avoir aussi un nouveau droit, c'est ça que moi je compare ça vraiment volontiers à la sécurité sociale. En disant, on a un nouveau droit de remboursement, prise en charge contre le risque maladie, prise en charge contre le risque vieillesse, et prise en charge contre le risque obsolescence des compétences ou ennui au travail. Et ce risque-là, il consiste à avoir chacun une possibilité, un droit financé collectivement, de changer au moins 1 à 2 fois pendant sa vie de travail. Et donc, c'est s'arrêter 6 mois, 1 an, en ayant une prise en charge publique, à condition que ce soit pour se former, et le plus possible vers une formation d'intérêt général. C'est là où il y aura sans doute des discussions. Mais si on a ce nouveau droit-là, me semble-t-il, ça sera beaucoup moins difficile de faire admettre ce qui est pourtant nécessaire du point de vue de l'intérêt général, qui est qu'on doit travailler davantage et que, pas de bol pour les gens qui travaillent aujourd'hui, ça leur compte dessus. Mais au moins, il y aura quelque chose que les parents ou les grands-parents n'ont pas eu, qui sera la possibilité à 2 ou 3 reprises dans sa vie de recommencer à zéro pour choisir le travail qu'on aime. Et ça, aucune génération précédente, on faisait des carrières linéaires, et si ça devient pas de la com, des EDL, un discours à la tribune, mais très concret, parce qu'il y a 500 000 ou 1 million de personnes par an qui se reconvertissent en France, là, pour le coup, le rapport au travail et le fait de pouvoir travailler davantage et le fait que la compétence et la formation deviennent un instrument de liberté individuelle, ça sera très concret et ça sera dans le quotidien des gens. Et à ces 3 conditions-là, me semble-t-il, si on assume la compétence comme un outil de souveraineté, si on assume la compétence comme un outil de compétitivité et de liberté individuelle, on a quelque chose comme un chemin qui fait qu'au bout, il y a 5 à 10 milliards d'euros par an de dépenses supplémentaires pour la compétence, mais on raccroche PISA, on raccroche PIAC et on arrête de décliner économiquement. Merci beaucoup. Vous vous souvenez? Ou quelques contestations? Ça marche, vous m'entendez? Oh, ouais. 1, 2, 1, 2. Alors, si je parle vraiment fort, ça va vous faire mal aux oreilles. Donc, merci beaucoup, Monsieur Fouché, pour ce propos. Moi, ma question, en fait, elle va concerner la temporalité. Dans notre univers de la formation professionnelle, qui évidemment, et vous le partagez, un intérêt que personne ne remettra en question, cette temporalité, elle est quand même questionnée puisque tous les 5 ans, on a droit à une réforme et là, on s'attend encore à une nouvelle et puis encore une autre, qui est quand même restructurante ou en tout cas qui est très impactante. Le problème, c'est que le temps d'acculturation, ou le temps d'appropriation plutôt, il s'inscrit dans un temps incompressible. Et donc, ma question est de votre point de vue, pour qu'on puisse, je dirais, faire des transformations et donner les moyens aux acteurs de les faire dans les conditions les meilleures pour être le plus efficient possible, comment, de votre point de vue, on pourrait se redonner du temps? En tout cas, le temps compatible avec une action à impact. Par rapport à ce que j'ai dit avant, je pense que ça consisterait à maintenir la philosophie de 2018, c'est-à-dire on fait confiance aux acteurs, on leur met le moins d'entraves administratives possible, on leur demande de se concentrer sur leur cœur de boulot qui est former, concevoir des formations et transmettre des formations, donc des compétences, et on annonce, par exemple, parce que c'est très concret ce que vous dites, on annonce sur un quinquennat, par exemple, ou 2 quinquennats, mais 2 quinquennats, vous ne pouvez pas vous engager, au moins un quinquennat qui n'aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réforme. Que vous me demandez comment on ferait concrètement,
Moi, c'est ça que je ferais, c'est-à-dire, je dirais, les fondamentaux de 2018 sont sains. Tout ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est pour faire des économies, mais on a décidé de dégager les fonds pour la compétence. Donc, on revient sur France Connect Plus, on revient sur le décret sous-traitance, on revient sur, ou en tout cas, on le cible mieux, de façon à ce qu'il n'ait pas comme objectif caché, non affiché, mais réel et principal, de faire des économies, mais vraiment de lutter contre la fraude. On fait le boulot sur la transition et les demandeurs d'emploi et tout le reste, on ne touche pas. Voilà, en disant l'énergie et la philosophie de 2018 qui consiste à se dire les compétences, elles seront formées par la société pour aller vite et l'État, il pose le cadre et ensuite c'est aux acteurs à faire. Ça, c'est sain, ça reste vrai et donc on fout la paix aux acteurs, on leur garantit les financements, on chasse les brebis galeuses et le reste, on laisse faire l'énergie pendant au moins un quinquennat, puisque dans notre pays, on ne peut pas s'engager sur plus d'un quinquennat. Il n'est pas complètement impossible que ce soit ça en 2027. On peut toujours se demander. Merci. Merci Monsieur Fouché pour votre exposé. Donc j'étais là à Nice, effectivement la parole est un petit peu changeante, plus libérée par rapport à votre exposé de Nice. Vous avez évoqué un certain nombre de dispositifs, certains qui ont fonctionné, d'autres moins, des enveloppes budgétaires conséquentes. Et vous n'avez pas évoqué la VAE. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur votre point de vue concernant l'évolution de ce dispositif ? C'est vrai que c'est aussi un dispositif auquel on n'a pas touché. Moi, je pense que c'est un dispositif qui est fondamentalement sain et qu'on devrait pousser collectivement. Moi, j'ai juste une interrogation, mais c'est plus une interrogation là, politique, donc je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais c'est mon interrogation politique, elle consiste à se demander, à évaluer le rapport entre l'énergie qu'il faut faire, l'énergie qu'il faut dégager, pour avoir un système de VAE vraiment simple et le gain qu'on pourrait avoir si on y arrivait. Parce que me semble-t-il, la VAE inversée, tout ce qu'on a essayé de mettre, enfin tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place depuis quelques années, ça marche quand même, c'est intelligent, c'est bien conçu, etc., mais ça marche globalement pas très bien, parce qu'il y a une résistance hyper forte culturelle de notre pays sur la VAE. Et que la résistance culturelle, elle vient quand même beaucoup, notamment de notre système éducatif et de formation. Et est-ce que ça vaut... Si on faisait un système vraiment simple, on ferait quoi? On dirait qu'au bout de 10 ou 15 ans d'expérience professionnelle, avec un dossier assez simple, on obtient le diplôme. Ça en est cash. C'est-à-dire, parce que philosophiquement, ou politiquement, ça reviendrait à dire il vaut mieux travailler 15 ans que faire 2 ans de formation. Désolé, je suis très direct. Et donc, on apprend plus de choses en travaillant 10 ans qu'en passant 3 ans en formation. Ce qui, à mon avis, est vrai. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'au bout de 10 ans de boulot, eh ben, le diplôme, on l'a automatiquement, si on est cohérent. Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire si on faisait vraiment un système de VAE honnête et d'intérêt général. Je ne sais pas si on est collectivement prêt à faire ça. Voilà, c'est pour ça que je demandais. Et donc, tant qu'on ne fait pas quelque chose à fond, est-ce que ça vaut le coup de le faire à moitié? Est-ce que ça ne va pas susciter des espoirs et en même temps, derrière, et du coup, des frustrations parce que le système ne répondra pas aux espoirs? Mais la question est ouverte, en fait. Si un jour on faisait vraiment un système de VAE, je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, on dit, au bout de 10 ou 15 années d'expérience professionnelle, le diplôme, il est quasiment automatique. Ah, je vois, tout le monde n'est pas complètement convaincu dans la salle. Alors, mais ça vous montre que même ceux qui sont le plus convaincus par la formation professionnelle à l'intérieur de l'université ne sont pas complètement chauds. Imaginez vos collègues. Sono que positionner les compétences. Pareil, partir là, c'est pour commencer. Un nono, les
passe déjà et ma fille sans ce que vous êtes de plastique de passer des écarts. Je pense que le débat dans la faisabilité aux miniatures passe par les gants de l'ESCO qui devrait des arabes. Vous partez à ESCO et des ministres ont mis compétences, très loin et aux écolites. Et je suis conseillère en bilan de compétences, donc c'est pour ça aussi que je défends cette notion de transférabilité. Moi, quand j'entends individualisation, reconversion professionnelle, obsolescence, ennui, il y a un outil qui est déjà présent, qui s'appelle le bilan de compétences, qui est un outil, moi, quand je vous entends, pour moi, c'est du pain béni. Ça veut dire que si on a droit à 2 bilans de compétences dans sa vie personnelle, chouette. Moi, j'ai plein de boulot jusqu'à mes 65 ans, donc merci monsieur. 70 plutôt, mais c'est un autre sujet. Laissez-moi un peu d'espoir. Donc, voilà. Mais je pense que déjà, de parler de transférabilité, on a dans un discours politique plus envie, plus de perspective par rapport à... Transférabilité d'un secteur à l'autre, vous voulez dire ou Non, transférabilité, c'est pas parce que j'ai travaillé en tant qu'infirmière, je n'ai pas les compétences et c'est pas forcément que des compétences techniques. Valoriser aussi tout ce qui est compétences soft skills, compétences douces. On n'entend jamais parler de ces compétences-là qui sont aujourd'hui le premier critère de recrutement dans les entreprises. Le premier, parce que les entreprises savent très bien que c'est là-dessus qu'il ne faut pas se planter dans un recrutement. Voilà, c'était juste mon point. On a une question là-haut. Oui, bonjour, je suis ici. Merci pour vos propos, Corinne Valleux, le CNAM Paris. En fait, dans votre présentation, vous avez effectivement osé mettre en avant ce qui n'a pas bien fonctionné sur la dernière réforme, mais plus particulièrement sur la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, effectivement, aujourd'hui, ça nous coûte cher en termes de temps dans nos établissements. Enfin, je vais parler aussi pour le conservatoire. On a énormément de contrôles, de pièces à fournir, etc. Je suis assez étonnée que vous n'ayez pas fait le parallèle avec la certification qualité. Calliope? Calliope, ouais. Donc, j'aurais voulu savoir, en fait, avoir en tout cas votre avis. On entend là parler depuis quelques mois une évolution de la certification Calliope par le gouvernement. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois qu'on est à peu près tous concernés ici par cette certification et nos audits à venir. En fait, par rapport à la lutte contre la fraude, il y a eu dans les réflexions ministérielles sur la régulation du système une tentation de la part de ceux qui n'avaient jamais digéré en fait la loi de 2018 de repasser par la fenêtre, qu'on remette de façon déguisée une carte des formations, c'est-à-dire que ce soit un label ou une autorisation ou un contrôle qualité ministériel qui vous donne l'autorisation ou pas d'ouvrir un CFA, de faire du CPF. Et le combat a duré à peu près 2 ans. Il a été plutôt sous les radars et, me semble-t-il, là, définitivement gagné au sens où, alors peut-être que certains considéreront dans la salle qu'il est perdu, mais au sens où il n'y a pas, même s'il y a encore des velléités, par exemple des régions, mais il n'y a pas de retour en arrière sur la carte des formations, c'est-à-dire de demande d'autorisation administrative pour développer telle ou telle formation en apprentissage ou telle formation dans continu. Mais là, le renforcement du contrôle va passer par un accroissement des exigences de Calliope. Je crois que de mémoire, il y a 31 critères aujourd'hui. Il y en aurait peut-être sans doute un peu plus, un peu renforcé. Mais on garderait la même philosophie qui consisterait à décerner un label qui est la condition ensuite pour pouvoir délivrer des formations. Mais ce label-là, il n'est pas décerné par des acteurs qui sont à la fois jugés partis, soit parce qu'ils sont financeurs, soit parce qu'ils sont aussi formateurs. Et donc, à ma connaissance, on s'achemine plutôt vers un renforcement des exigences de Calliope
qu'un retour de la carte des formations sous une forme déguisée, parce qu'il y a plein de manières de le faire, hein. C'est-à-dire un label délivré par enseignement supérieur, si vous n'avez pas un label qualité, si vous n'avez pas le label, vous n'avez pas le droit de développer la formation. Alors ça concernerait sûrement plus l'enseignement supérieur privé, mais ça serait un retour de la carte des formations. Vous pouvez avoir aussi un label qui ne serait pas une carte, mais un label délivré par un conseil régional ou un label délivré par France Compétences. Tout ça, c'est des réflexions qui ont eu lieu et qui sont des manières de réintroduire une forme des cartes des formations. Je sais bien que dans le public, il peut y avoir une tentation de se dire, comme on a nos diplômes qui sont directement inscrits au RNCP, comme on a pas tous les DU, c'est bien, mais qu'il y a une suspicion d'intérêt général dans le public que le privé n'a pas, ça fait toujours un peu tentant de se dire si on va verrouiller le système pour se protéger de la concurrence. Je pense que ce serait fondamentalement une erreur parce qu'à la fin, quand vous rentrez dans un système malthusien qui bride l'énergie, même ceux qui restent, ils deviennent malheureux au sens où ils sont contraints par les normes et par le manque de financement. Me semble-t-il, la réforme de 2018, dans la philosophie, qui est on libère la concurrence et on assure un financement inédit pour l'ensemble du système, ça reste la bonne. Voilà. Mais après, il faudrait mieux réguler en termes de qualité, mais Calliope est une chose, et ce que j'espère, je ne sais pas s'ils font ça, mais ce que j'espère, ce qui serait le plus efficace, me semble-t-il, c'est plutôt là où il y a de la fraude, parce qu'on le sait où il y a de la fraude. Je pense que chacun sur ses bancs sait où il y a une école ou où il y a de la fraude, et indépendamment des journaux. C'est un petit milieu, la formation professionnelle, quand même. Donc on le sait. Si l'État était davantage connecté au système, à l'écosystème de la formation, il diligente des inspections ou des contrôles, peu importe, sur ces établissements-là, il fait des exemples et ça va dissuader les fraudeurs. Plutôt que d'avoir les multiples, comme les ateliers l'ont montré, des normes nouvelles qui vont contraindre l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui font bien leur boulot. Voilà, merci beaucoup. Merci.